Bien, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Loisel. Je suis le directeur scientifique de la formation Actuaire Expert ERM. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Charlotte Bongard des teams qui a participé à la formation il y a un petit moment et qui maintenant nous fait le plaisir d'y être intervenante pour une nouvelle session qu'on a un petit peu, je dirais, transformée récemment sur les biais cognitifs face au risque. Une session très interactive de la formation qui a beaucoup plu là pour la dernière promotion et qui rentre, je dirais, dans les évolutions récente de notre formation, qui est vivante. Donc, pour rappel, hein, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une formation qui s'adresse à des actuaires qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle ou des personnes qui gravitent autour de la science du risque en général. C'est une formation qui dure 160 heures sur une année, qui commence en janvier, qui se finit en octobre et qui est sanctionné à la fin par deux examens, un examen écrit qui couvre l'ensemble du programme et un examen oral sur la soutenance d'un projet sur un thème choisi par les apprenants en lien avec l'ERM. Donc l'ERM, c'est bien sûr Enterprise Risk Management, et on essaye dans cette formation de combiner l'approche qualitative et l'approche quantitative pour avoir une vue globale sans se perdre dans certains détails mathématiques, mais sans non plus passer sous silence les questions quantitatives importantes liées à ce sujet, et notamment pour implémenter l'ERM dans les secteurs de l'assurance et de la finance. Alors, la formation, elle évolue également avec de nouvelles séances sur les nouveaux risques, les risques cyber, les risques liés au changement climatique, à la durabilité, les risques géopolitiques. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette formation, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'Institut de Risk Management pour en savoir plus. Et il y a possibilité déjà de se préinscrire pour l'an prochain. Alors, pour en venir maintenant au sujet d'aujourd'hui, donc je vais laisser la parole à Anne-Charlotte Bongard, qui va nous parler donc de biais cognitifs face au risque. La séance d'Anne-Charlotte pendant la formation est très interactive, donc on va essayer d'avoir quand même cette interaction pendant ce webinaire sous une forme, je dirais, habituelle, c'est-à-dire que vous pourrez poser vos questions dans le chat et puis à la fin également de l'exposé, on aura un large temps pour les questions que j'espère nombreuses. Anne-Charlotte, c'est à toi. Encore merci d'avoir accepté de faire cette présentation. Merci beaucoup, Stéphane. On n'a pas un temps énorme, en fait, pour présenter les biais cognitifs face au risque, mais pour compléter ce que disait Stéphane, j'ai quand même prévu une petite partie interactive, malgré le peu de temps, pour vraiment se rendre compte un petit peu de ce que c'est. Juste avant de commencer, moi, je suis actuaire de formation. Comme l'a dit Stéphane, j'ai fait la formation ERM en 2011, donc ça date un petit peu. Et depuis 4 ans, je me forme à la psychologie, et en particulier à la psychologie sociale et comportementale, qui m'amène, en fait, donc d'ici un an, normalement, j'ai mon titre de psychologue en complément de mon titre d'actuaire. Et donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir allier ces deux sciences pour travailler davantage sur les approches de risque et de prévention. Souvent dans les présentations de l'Institut d'actuaire, on va parler data, modélisation, risque. Donc aujourd'hui, ça va changer un petit peu, on va parler psychologie. Forcément, c'est très court. Tous ces éléments sont beaucoup plus développés dans la formation ERM. Et donc, je développe dans la formation tous les mécanismes psychologiques qui sont en jeu dans le processus de jugement et de prise de décision, et tout ce qui est perception des risques. Mais bon, on va quand même évoquer un petit peu ces éléments pour que vous puissiez toucher du doigt toutes ces problématiques.
Alors, du coup, je vais essayer de switcher en fait. Donc, je vous invite à aller sur l'appli www.menti.com et de taper le code 45 83 52 69. Et je vous laisse répondre à la première question et je switch en parallèle. Le code, en fait, vous l'avez à nouveau, 45 83 52 69. Est-ce que ça fonctionne? OK. Je vois pas les... Je relance pour être sûr d'avoir les réponses. Ah, une seule réponse qui m'étonne quand même. Combien on a de personnes pour que je vois à quel moment on est? Ah oui, on est une trentaine, une petite quarantaine de participants. Toujours un petit temps de connexion pour la première question, mais allez-y parce qu'il y en a d'autres. Donc, il ne faut pas oublier d'aller jusqu'au bout de la feuille si vous êtes sur votre smartphone et bien descendre jusqu'en bas et valider. Et d'envoyer, ouais. OK. La question que j'ai posée, c'était sur une échelle de 1 à 10. Quel niveau de risque estimez-vous pour chacun des risques ci-après? Je vous ai posé la question pour la crise financière, crise sociale, les accidents de la route, catastrophes naturelles, terrorisme, conflits internationaux, crise sanitaire, risque climatique. Ce que vous mettez en fait en première position, c'est le risque climatique. Crise financière et crise sociale, à peu près équivalent. Donc on passe de 7,9 à 7,1. Accident de la route, c'est quand même plus faible, mais c'est quand même à 3,9. Catastrophe naturelle à 6,6. Terrorisme, 4,8, ce qui est assez élevé. Conflits internationaux, 6,6. Et crise sanitaire, 5,4. Donc, moitié. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est la variété de vos réponses. Donc, c'est-à-dire quand 6 personnes mettent du risque climatique à 10, bon, 7, on a des personnes qui le positionnent à 2 ou 3. Conflits internationaux, voilà, ça pourra tout à fait être 8, comme ça peut être 3. La crise sanitaire, en fait, on voit, on est entre deux. Ici, ça s'étale aussi. La crise sociale s'étale également. Et l'accident du route, on a quand même beaucoup plus de personnes qui mettent, vous êtes un peu plus d'accord ensemble sur un niveau relativement faible. Catastrophe naturelle, on est aussi sur quelque chose de très épars. Donc, premier constat, déjà, c'est une mesure qui est un petit peu subjective. Je vous ai demandé un niveau de risque, je n'ai rien précisé. On voit que du coup, les réponses peuvent être très différentes selon les risques, selon la façon dont vous les percevez. Je vais passer à la deuxième question. Selon vous, sans chercher l'information, combien y a-t-il de décès des suites d'un cancer en France par an? En moyenne, évidemment.
Vous y répondez rapidement, c'est bien. Ne cherchez pas la réponse. Anne-Charlotte, je ne sais pas si tu auras la possibilité de partager les réponses en partageant ton écran, parce que là, on voit que le PowerPoint, en fait. Vous Je ne sais pas voyez si que le c'est... vous ne voyez que Oui, le Power- Ah, vous ne voyez que le PowerPoint? ouais. Je suis désolée, en fait. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, l'idée, c'était de vous partager les Ah, voilà, réponses. là, c'est parfait. Voilà, super. Désolée. Je reviens juste du coup. Hop. Parce que vous n'aviez pas, en fait, ça sous les yeux. Voilà, merci. Désolée. OK. J'avais fait 2 partages, en fait, d'un coup, et donc, c'était resté sur le PowerPoint. Donc là, en fait, on voit vraiment l'étendue des réponses. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de voir comment ça se répartit aussi. Et quand certaines personnes vont mettre 10 en risque climatique, d'autres vont mettre uniquement 2 ou 3. OK. Terrorisme, vous êtes un peu plus raccord entre vous. Crise financière, crise sociale, ça s'étale. Catastrophe naturelle, ça s'étale. Et donc, où en sommes-nous? J'ai 28 réponses qui sont bien réparties, hein. Donc, la bonne réponse, c'est 150 000. Ce que je veux vous faire approcher, alors c'est plus facile quand on a donné la bonne réponse. Ce que je veux vous faire approcher, c'est dans quelle mesure il y a des écarts, et encore, je vous ai posé des valeurs, des écarts dans les réponses. Là où certaines personnes peuvent me dire 25 000, d'autres personnes peuvent me dire 200 000. Autre question, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Selon vous, combien de Français souffrent de troubles psychiques en France aujourd'hui? Je vous ai mis des tranches, en fait, moins de 1 million, entre 1 et 2 millions, entre 2 et 5 millions, entre 5 et 10 millions, entre 10 et 20 millions, ou plus de 20 millions. Alors, j'ai 31 réponses. Vous êtes 20 sur 31 à m'avoir dit entre 2 et 5 millions. Eh bien, on est plutôt en fait aux alentours de 15 millions. Alors, bien évidemment, je n'ai pas défini clairement ce que c'était qu'un trouble psychique, mais ce sont des valeurs qui sont issues d'observatoires de la santé mentale. Donc, on est plutôt sur un Français sur 5. Une dernière petite question. Sur une échelle de 0 à 100%, une échelle de probabilité, 0 à 1 ou 0% à 100%, évaluez la probabilité associée à chacun des termes suivants. Je vous propose probable, possible, improbable, incertain, presque certain et peu probable. Pas besoin de trop réfléchir. « 12 réponses, 14, 16. On va laisser monter un peu. Alors, probable, vous me le mettez à peu près à 68%. Certains le mettent à 50%. Il y a une personne qui a dû mettre à 100% en fait. Donc, du probable, une chance sur 2 ou 100%. Du possible, un petit peu moins, mais certaines personnes le mettent aussi à une chance sur 2. Improbable, quand même, on est alors certains à 0. Si c'est improbable, la probabilité c'est 0. Une personne improbable, mais une fois sur 2. Incertain à peu près à 30%, presque certain 92,4%, plutôt raccord.
et peu probable, 16,4. Ce que je veux montrer là aussi, c'est que c'est l'étendue de vos réponses sur des termes qui sont parfois utilisés dans notre quotidien. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a des projets de recherche aussi qui montrent que selon la langue qu'on utilise, français, anglais ou autre, eh bien, on peut donner des probabilités complètement différentes, des sens complètement différents à ces termes et à leur traduction anglaise, française, etc. Du coup, en synthèse un petit peu, une complexité de calibration d'un niveau de risque. Alors, le niveau de risque, évidemment, j'ai dit crise financière, je ne l'ai pas qualifié, j'aurais pu dire crise financière d'envergure, crise financière qui déstabiliserait le système financier économique mondial. Mais on voit que là, on peut répondre en fait. Et on se dit crise financière, oui, hop, j'y crois pas, mon niveau de risque. Finalement, c'est un niveau de risque qui était relativement élevé. Crise sociale, un niveau de risque relativement élevé. Le risque climatique était au plus haut. Imaginez-vous, il y a quelques années, en fait, est-ce que vous auriez mis le risque climatique aussi élevé? Est-ce que vous auriez mis le risque de crise sociale aussi élevé? Est-ce que vous auriez mis le risque de crise sanitaire aussi élevé, en fait? Donc, on a toute cette complexité aussi de calibrage. Des perceptions personnelles. Certains mettaient 10 quand d'autres mettaient 2. On avait parfois un écart extrêmement important, sauf pour un risque un peu plus concentrés comme des accidents de la route. Et puis, il y a des risques qui sont objectifs, des risques qui sont subjectifs. Donc, effectivement, le risque climatique, on est encore dans quelque chose d'assez, voilà, avec une distance psychologique. Et puis, la difficulté d'évaluer une exposition. Je vous ai demandé, c'est des chiffres qu'on voit dans les journaux, etc. Le nombre de cancers ou le nombre de troubles, enfin, ou le nombre de personnes atteintes de troubles psychiques. C'est pas évident quand on n'a pas de. Et je vous ai mis des encres, je vous ai mis des propositions. C'est pas évident de pouvoir sortir tout de suite des valeurs. Du coup, 2 interrogations, finalement. Que s'est-il passé dans votre tête lorsque vous avez répondu à ces questions? Et qu'est-ce qui peut expliquer de telles différences et de tels écarts dans les réponses? Et c'est là où la compréhension de nos mécanismes cognitifs va être intéressante et va nous apporter des éléments d'explication. Tout d'abord, en fait, alors l'intégration cognitive de l'information, ça, c'est une théorie, il y en a plusieurs, en fait, des théories pour essayer de comprendre, en fait, comment les informations dont on en tient compte, dont on les évalue, et pour produire une réponse. Mais donc, il y a tout d'abord une fonction d'évaluation, puis une fonction d'intégration, puis on peut donner une réponse. Et vous pouvez donner un terme pour quantifier un niveau de risque, comme je vous l'ai demandé. Pour les fonctions d'évaluation, en fait, voilà, j'ai des problèmes, alors je vais tout mettre. Pour la partie fonction d'évaluation, en fait, il y a des facteurs multiples qui nous permettent d'évaluer, comme vous venez le faire, des niveaux de risque, des niveaux d'exposition ou tout simplement des termes en termes de probabilité. Tout d'abord, l'information disponible. Donc, l'information disponible dans votre tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise toujours qu'une petite partie de l'information pour traiter un problème et pour évaluer notre réponse. Nos connaissances, et nos connaissances, il y a les connaissances qu'on a acquises par le passé, et puis aussi, il y a le dernier article qu'on a lu la veille, il y a l'émission, le podcast, etc., enfin voilà, qui vont nous influencer. Notre expérience, et notamment sur les risques, c'est quelque chose de très fort, parce que ça va être lié à de l'émotionnel, et donc si on a eu un accident de voiture, est-ce qu'on n'aura pas tendance à surestimer la possibilité que ça arrive? Si notre maison s'est fait inonder, est-ce que la partie CatNat, on va être particulièrement sensibilisé? Ou alors ça nous semble très loin et donc on y croira moins. Il y a nos croyances, notre culture. On n'a pas les mêmes réponses en fait d'une culture à l'autre, nos croyances personnelles. Il y a notre personnalité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont prendre des risques, d'autres beaucoup moins. Les émotions qu'on peut avoir, la peur en fait que peut ressentir, la crainte qu'on peut ressentir par rapport à un risque qui n'est pas toujours rationnel. Et bien évidemment, il y a la façon dont la question est présentée. Et donc, le cadre
qu'on met en fait pour poser une question ou pour vous interroger et obtenir une réponse. Une fois qu'en fait on a tous ces facteurs qui rentrent en compte, on va intégrer les informations, tous ces éléments pour pouvoir faire une évaluation et répondre à une question posée. Et donc, dans cette fonction d'intégration, ce qui est très important, c'est le temps disponible. En fait, notre cerveau, il va tout faire pour optimiser la charge cognitive. On traite énormément d'informations. Notre cerveau est un organe absolument incroyable. Et donc, il a un fonctionnement où il a mis en place en fait des raccourcis mentaux pour optimiser la charge mentale. Ces raccourcis mentaux, en fait, on peut les appeler aussi des heuristiques. Et c'est ça qui va conduire à la création. La conséquence, en fait, ce sont des biais cognitifs. On veut diminuer l'incertitude, on veut optimiser. Et si on n'a pas beaucoup de temps, là, je vous ai interrogé, je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps pour répondre, je vous ai dit sans chercher l'information, etc. Donc là, vous activez, en fait, vos heuristiques et vous êtes plus à même de mettre en place des biais cognitifs. Et puis la fonction de réponse, en fait, donc émettre un jugement, décider, quantifier, je vous ai demandé avec un terme générique, probable, improbable, possible, en fait, de quantifier. Et ça, c'est extrêmement difficile aussi. On le fait naturellement, notre cerveau le fait naturellement, mais on voit que notre quantification nous est quand même relativement personnelle. Donc, on quantifie à partir de multiples facteurs, on intègre l'information de façon tronquée, on a nos croyances, notre expérience, notre personnalité, on est spontanément des mauvais statisticiens, même nous actuaires, et donc tout ça nous conduit finalement à des biais cognitifs. Alors des biais cognitifs, en fait, il y en a de plusieurs sortes. Déjà, il y a tout ce qui est biais sensorimoteur, pardon, et donc c'est tout ce qui est illusion. Donc on s'amuse en fait, mais donc visuellement ou de façon parfois perceptive. Votre cerveau va faire ces raccourcis mentaux qui vont nous faire voir des choses. On peut lire un texte même quand les lettres des mots sont inversées, mais que l'ordre des mots est respecté. Donc le cerveau voilà, fait des choses extrêmement performantes. On a des biais attentionnels. Je vous ai mis l'exemple de la tâche de Stroop, qui est assez connu et qui permet de faire beaucoup d'expérimentations en psychologie. Et notamment, c'est d'écrire, enfin, de donner la couleur du mot. Donc, j'ai écrit le mot rouge en bleu, en fait, et il faut juste donner la couleur et on regarde un peu les temps de réponse. Et donc, voilà, si on n'a pas une attention complètement focus, en fait, mécaniquement, on va être amené à se tromper. Il y a des biais mnésiques, en fait, liés à la mémoire. Donc, la mémoire va faire son tri aussi. Donc, ça fait faire notamment, en fait, tout ce qui est récent, on va un petit peu lui accorder plus d'importance. Et donc, si on l'a lu la veille dans les journaux, en fait, on va considérer que ça va être plus, peut-être, un risque plus fort ou une probabilité d'apparition du phénomène plus élevée que si on ne l'avait pas lu la veille. Je fais une toute petite aparté parce que j'ai fait beaucoup de formations sur un peu la gestion du risque en demandant en fait aux participants de donner les 5 scénarios les plus craints en fait, en se mettant dans la peau d'un risk manager et donner les 5 scénarios les plus craints. J'ai fait cette formation depuis 2011, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Pour la première fois, j'ai eu des scénarios terrorisme dans les scénarios les plus craints pour une compagnie d'assurance, juste après les attentats du Bataclan. Je n'avais pas du tout eu ça avant. J'ai eu des scénarios de crise sociale 2 ans plus tard et je me suis dit, mais pourquoi? Et on était en pleine période gilet jaune. Et ainsi de suite. Je n'ai jamais eu de scénario pandémie dans les 5 scénarios jusqu'à ce qu'on vive les événements qu'on a vécus en 2020. On a des biais cognitifs qui sont des biais de jugement et on a des biais cognitifs qui sont des biais de raisonnement. C'est ce que je développe davantage dans la formation ERM parce que
en fait, il y a beaucoup d'interventions qui vont parler des biais cognitifs et qui vont, du coup, vous faire jouer, vous montrer, en fait, comment vous vous trompez. Pour bien comprendre les mécanismes sous-jacents à ces biais, en fait, il faut prendre le temps d'expliquer quels sont les raccourcis mentaux que nos processus cognitifs font pour comprendre après les biais. Et donc, notamment, je vous ai parlé un petit peu de la façon dont le cadre était posé. Ça constitue un des biais cognitifs. Présenter les choses de façon positive ou de façon négative va influencer votre réponse. De même que je vous ai mis pour les expositions des valeurs, et j'ai fait un choix d'échelle de valeurs. J'ai commencé à 1 million, puis 1 à 2, puis 1. Ça a influencé votre réponse, en fait. Mécaniquement, en fait, on va se placer plus ou moins au milieu. On fait, en fait, des raccourcis qui vont influencer nos réponses. Et là où c'est important, c'est que quand on est risk manager et qu'on est au sein d'une société pour évaluer, gérer, en fait, des risques, il faut qu'on soit conscient de ces biais-là pour pouvoir s'ouvrir au maximum sur la bonne gestion in fine des risques. Des biais, il y en a plus de 250 qui sont référencés. Alors, ils s'entrecoupent aussi, ils sont parfois liés à des mêmes heuristiques, ils se déclinent. On peut aussi parler parfois de biais d'optimisme comparatif, donc on se sent moins sujet à des risques que d'autres personnes. Je ne peux pas rentrer en fait en une demi-heure dans tous les détails, malheureusement, mais je vais vous inviter à vous inscrire à la formation pour avoir tous les détails. Ce que je voulais vraiment présenter, c'est pour sensibiliser, vous sensibiliser aujourd'hui, c'est que face au risque, en fait, il y a deux approches qui s'entremêlent. La première, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler c'est risk as analysis. En fait, le risque, c'est vu comme la probabilité d'occurrence d'un événement non désiré auquel on multiplie la gravité des dommages. Donc, le risque, il est analysé, il est évalué, il est modélisé par des experts, vous, nous. Ça, c'est le travail des actuaires, en fait, d'évaluation des risques, comme on l'entend. Le fait est qu'il y a quand même une deuxième approche qu'on pourrait considérer comme risk as a feeling. En fait, le risque est vu comme un construit subjectif issus de divers facteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels. Et finalement, en fait, c'est plutôt une conception psychosociale et cognitive, parce qu'on peut, psychosociale dans le sens où on peut être influencé aussi par ce que nous disent les autres, ce qu'on a vu, le groupe dans lequel on se catégorise. Et c'est un point de vue, en fait, qui est plus large, qui est plus subtil et qui est plus complexe, en fait. Et donc, quand on estime des activités, des risques, une situation, un scénario projeté, etc., nous, en tant qu'individus, on utilise les deux systèmes de traitement. Donc, on utilise le risk as analysis et le risk as a feeling. Il faut oublier que l'actuaire va n'utiliser que le risk as analysis. On sera influencé mécaniquement, en fait, par la partie risk as a feeling. Et c'est pour ça que quand on a des scénarios de risque qu'on doit faire dans un cadre d'un ORSA, par exemple, on va avoir ce risk as a feeling qui va nous faire dire « non, mais ça, j'y crois pas ». Il y a le côté croyance. Il y a le côté où on se dit « ok, on met un scénario pandémie, mais finalement, ça n'arrivera jamais ». Voilà, on a tous ces éléments, en fait, et ce traitement qui est à la fois analytique, qui est basé sur le raisonnement, mais qui est aussi basé sur nos connaissances, sur notre expérience, les expériences qu'on a socialement partagées aussi, qui est plus direct, plus intuitif, qui est basé sur l'affect, et qui fait que, du coup, la perception des risques devient individuelle. Donc, on perd un peu la rationalité. Et ce qui va être important, c'est que là-dessus aussi, en fait, on va avoir tous les biais, donc tous les raccourcis mentaux qui vont venir nous
nous impacter. Du coup, comprendre le risk as a feeling, pour évaluer les risques, ce serait... Alors, je vais peut-être repartir, excusez-moi. Avant de vous faire ça, je vais vous repartager quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez repartir sur l'appli Mentimeter si vous la voyez? Est-ce que c'est bon? OK, vous y êtes. Donc, ma question, c'est, selon vous, les actuaires perçoivent-ils les risques différemment des non-actuaires? J'ai 18 personnes qui se sont reconnectées. Je vous laisse le temps de répondre. Il y en a 2 autres petites derrière. « 24, allez. Oui, non, aucune idée. Vous êtes 19 sur 24 à m'avoir dit oui. OK. Ma question suivante. Selon vous, les femmes perçoivent-elles les risques différemment des hommes? Ah, vous êtes 21. J'avais 19 tout à l'heure à me dire oui. Ah, 20, 21. OK. Et ça, c'est ma dernière question. Peut-on lutter contre les effets des biais cognitifs? Oui. Non, je ne sais pas. Alors, j'ai mené une enquête l'année dernière sur la perception des risques et où je posais la question, mon but c'était de savoir si les actuaires percevaient les risques différemment des non-actuaires. Donc c'était vraiment une approche de perception des risques sur le plan d'études plutôt psychosociales. La réponse est non, pas vraiment. En tout cas, sur la majeure partie des risques interrogés, il n'y avait pas de différence significative de perception des risques entre actuaires et non-actuaires. En revanche, oui, les femmes perçoivent des risques différemment des hommes. Sur la majorité des risques, en fait, il y avait une différence significative entre hommes et femmes. En tout cas, il y a plus de différence de perception des risques entre hommes et femmes qu'entre actuaires et non-actuaires. Et donc ça, c'est des éléments intéressants. Ça a été étudié dans la littérature. Ils ont essayé de comprendre pourquoi les femmes percevaient les risques plus fortement que les hommes. Et donc, ils sont, alors de fil en aiguille, je suis obligée de le faire en assez court, mais ils se sont rendus compte à l'époque que voilà, la construction de la société était telle que les hommes étant au pouvoir, les hommes ont davantage confiance dans les personnes au pouvoir pour pouvoir gérer, on va dire, le quotidien, ou en tout cas l'organisation de la société, et donc percevaient les risques moins forts que les femmes. C'était la petite anecdote. Peut-on lutter contre les effets des biais cognitifs? Et non. Non, en fait, ça fait partie, c'est un bien en lui-même. C'est un bien en lui-même qu'on pense justement ne pas y être soumis. En fait, on y est soumis. Alors, plus on va les connaître, plus on peut faire un effort cognitif pour creuser une question et ne pas être uniquement dans la réponse intuitive. Mais quoi qu'il arrive, ces biais, parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau est fait comme ça, ces biais s'imposent à nous. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vais revenir sur ma dernière slide. Donc, comprendre le risk as a feeling pour évaluer les risques, c'est dépasser nos croyances limitantes. Et ça, c'est très compliqué. Tel scénario de risque, bah, j'y crois pas.
Donc, des taux négatifs, ben non, j'y crois pas, c'est jamais arrivé. La faillite d'un État souverain, j'y crois pas, c'est jamais arrivé. Une pandémie mondiale, impossible, etc. Savoir que quoi qu'il arrive, nos raccourcis mentaux, en fait, s'imposent à nous. Nos émotions nous influencent, notre perception des risques, de toute façon. Donc, comment y remédier? C'est confronter les points de vue. Et donc, c'est là, c'est ne pas travailler seul voilà, sur ce type d'évaluation. C'est vraiment, plus on va confronter les points de vue, notamment le point de vue des experts, s'enrichir mutuellement et donc aller chercher ceux qui pensent différemment. C'est mon take-home message de cette petite présentation pour être le risque manager averti que vous devez être au quotidien, même en tant qu'actuaire tout simplement ou en tant que directeur. Merci beaucoup et je prends du coup vos questions parce que l'idée c'était aussi d'avoir cette partie interactive de questions-réponses. Donc j'ai gardé un peu de temps. Merci, merci Anne-Charlotte. Alors, il y a déjà des questions, on va les prendre. Mais n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat ou on va voir, je ne sais pas si on pourra activer votre micro, mais en tout cas, posez déjà les questions dans le chat. Alors, je commence par une première question de Florence Picard à propos du mot biais. Est-ce que c'est un mot neutre comme heuristique ou est-ce qu'il s'agit déjà d'un jugement par rapport à ce qui serait une réalité objective? C'est une très bonne question parce que le mot biais, il est connoté mécaniquement alors que le mot heuristique ne l'est pas. Les biais, ce sont les conséquences des heuristiques. Et donc parfois, en fait, on dit ah bah, l'individu n'est pas rationnel parce qu'il est biaisé. Mais en fait, les biais ne sont pas quelque chose de négatif en soi. En fait, ils sont au contraire extrêmement utiles parce qu'ils nous permettent au quotidien de gérer des informations extrêmement importantes. Mais après, est-ce qu'on peut parler d'objectivité quand on parle de ce type de processus cognitif avec toute l'information qu'on traite? Il y a des décisions qui sont des décisions plus objectives. Si je dois dire combien il y a de plots devant moi, bah, objectivement, il y en a 3. Il y a des décisions qui sont subjectives, et plus c'est subjectif, et plus du coup, on va être amené à... Enfin, plus la charge cognitive sera élevée, et plus du coup, on va utiliser des heuristiques pour simplifier, et donc plus on va être sujet à des biais. Alors après, il y avait... Évaluer des risques futurs, c'est extrêmement subjectif. Donc forcément, c'est des éléments sur lesquels on va utiliser ces heuristiques. Donc, il y avait d'autres remarques aussi de Florence. Je vais prendre un peu les interventions dans l'ordre. Elle disait que as a feeling peut aussi être collectif. Donc, c'est vrai qu'on a là, on a beaucoup abordé le sujet individuel, mais il y a après tous les effets sociaux, les effets de groupe. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Absolument, ouais. Je l'ai mentionné en fait un petit peu parce que quand je disais que c'était une conception en fait psychosociale, il y a aussi toute cette influence du groupe, cette influence de ce qu'on entend dans les médias aussi, cette influence du groupe dans lequel on pense appartenir, donc de l'identité sociale aussi de notre groupe. Donc, ça fait partie des éléments en fait que moi je rentrais dans la partie psychosociale en fait. Et là, comme je m'adressais un petit peu plus à chacun individuellement en tant que risk manager, c'est pour ça que je finis avec le confronter les points de vue, mais avec la force du groupe aussi. Et en allant chercher des points de vue différents, si possible, parce que si tout le monde se conforte ensemble, on perd l'intérêt de l'exercice. Alors après, oui, Florence faisait remarquer à un moment que la société avait évolué et qu'on pouvait lutter contre toutes sortes de pratiques inadaptées dans les algorithmes et par des lois. Une remarque de Dorian qui nous dit que sur la prise en compte des biais cognitifs,
la lecture de Kahneman, le même Kahneman que Kahneman et Tversky, Thinking Fast and Slow, était enrichissante, qui te remerciait pour les exemples. Et une question d'Aurélien. Si nous refaisions le questionnaire dans un mois, ferions-nous les mêmes réponses? Donc, y a-t-il un impact du temps? Bien sûr qu'il y a un impact temps, en fait. Et c'est ça qui est... c'est pour ça que je mentionnais un petit peu les différentes formations que j'ai pu faire, où on demande aux gens les 5 scénarios les plus craints. C'était le même exercice systématiquement. Les scénarios, d'une année sur l'autre, étaient différents. Et je ne voyais pas tout de suite pourquoi ils étaient différents. Il fallait que je tire. Et puis, j'ai tout de suite trouvé dans l'actualité à quel point c'était lié à ce qu'on entendait. Après, dans un mois, pas sûr. Dans 6 mois, dans un an, oui, c'est certain. C'est certain. Et puis, même peut-être dans un mois, si tout à coup j'ai une expérience personnelle vis-à-vis d'un risque, tout à coup, ça peut, ou un échange, ça peut me faire changer d'avis. Donc, c'est pour ça que plus on aura d'avis, plus en moyenne, on va tendre vers quelque chose qui se rapproche, en fait, comme on le fait en tirant des scénarios en version stochastique. Et c'est vrai que quand on fait un peu la liste des top risques qui sont identifiés par les répondantes et les répondants du World Economic Forum chaque année, ben, on se rend compte de cet impact puisque c'est un peu les risques à la mode. Donc après la crise des subprimes, on avait beaucoup de risques financiers. Ensuite, on a eu un verdissement des risques et puis on a revu apparaître la pandémie qui avait été oubliée depuis 2007. Et là, on est de nouveau dans les risques verts. Donc, c'est vrai. Et le risque terrorisme que j'ai mis aussi volontairement, vous avez mis un niveau à peu près à 5 sur 10. Ce scénario terrorisme que j'ai eu dans des scénarios de risque où la personne était risk manager pour une compagnie d'assurance, j'aurais dit, mais il y a des exclusions dans les contrats, et puis au final, c'est peut-être terrible, mais s'il y avait une bombe dans le RER qui va à tel endroit, etc. Enfin, finalement, le coût pour l'assureur, on était vraiment pour l'assureur, hein, voilà, est-ce qu'il est si élevé que ça, enfin, mais personne ne voulait, on était en décembre après le Bataclan, et personne ne voulait quitter son scénario de terrorisme en fait en disant si, il faut le mettre, il faut le mettre, il faut le mettre. Enfin, c'est des choses qui sont très angoissantes et qui génèrent en fait beaucoup d'émotions. Et donc, il faut les accepter, faire avec, et puis essayer de retrouver, en fait, comment dire, d'aller au bout des scénarios pour regarder en fait si c'est juste de l'émotion ou si ça impacte. Je ne sais pas qui sont les répondants pour le World Economic Forum, en fait, si c'est toujours les mêmes ou si ça évolue ou si c'est... Oui, je pense que c'est les personnes en responsabilité à date, quoi, probablement. Alors, une question de Caroline, toujours sur ce même livre, Thinking Fast and Slow, qu'elle avait beaucoup aimé sur ce sujet des biais cognitifs. Elle demande, qu'en as-tu pensé, toi qui es un public averti sur ce sujet? Eh ben, en fait, c'est une référence même pour les publics avertis, c'est-à-dire même pour des psychologues sociaux. Les travaux de Kahneman et de Tversky ont été déterminants. Et ce qui est extrêmement intéressant, donc moi j'invite tout le monde à lire, alors soit Thinking Fast and Slow, soit le système 1, système 2, les 2 vitesses de la pensée, de Kahneman aussi. Alors, le problème, c'est qu'il synthèse tous les travaux qui sont issus de plusieurs dizaines d'années, en fait. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a tout. Après, comment on utilise tout ça, voilà, c'est à nous de faire notre travail, de voir ce qui est intéressant dans tout ça. Mais c'est une référence. Après, ils ont été aussi un peu critiqués par la suite, mais globalement, ça reste. Enfin, voilà. Leurs travaux sont précieux pour comprendre les biais cognitifs en psychologie sociale. Ok,
Ok, merci. Alors, deux questions d'Icia. Dans l'étude sur la différence de perception des risques entre hommes et femmes, on parlait de quels risques? Des risques généraux de la vie personnelle ou des risques en lien avec leur profession? Alors, ce n'était pas des risques en lien avec la profession, c'était des risques généraux de la vie personnelle, mais ça pouvait être, en fait, en général, c'est comme ce que j'ai fait l'année dernière dans mon étude en fait, sur la perception des risques. Et moi, j'avais sélectionné 17 risques, c'était à la fois des risques, et je demandais aux gens de raisonner, enfin comment dire, de répondre à titre personnel. Selon vous, ce que je vous ai demandé là aussi, selon vous, quel est le niveau de risque euh, et ça mêlait à la fois des choses comme des activités sportives ou de la mauvaise alimentation, comme des risques plus généraux, comme les catastrophes naturelles. Donc, il y avait un petit peu un mélange et ils listaient en fait un certain nombre de risques. Alors, parfois, il y en avait 50, parfois, il y en avait 15, mais ils ont fait plusieurs études en fait qui donnaient toujours les mêmes résultats. Et ces résultats, moi, je les ai trouvés dans mon étude aussi. Il y avait plus de différences entre les hommes et les femmes qu'entre les actuaires et les non-actuaires dans la perception des risques en moyenne. Ok, alors suite de la question d'Issia et lien avec sa deuxième question, est-ce que les hommes au poste de responsable financier en assurance ont vraiment une vision des risques financiers différente de celle des femmes responsables financiers en assurance? Et ensuite, elle dit, il paraît que les conseils d'administration en parité sont meilleurs, mais pour le risk manager qui va établir ses cartos en échangeant avec des responsables, si la vision des hommes est presque systématiquement inférieure à celle des femmes, cela crée des problématiques. Comment préconisez-vous de faire pour limiter leurs impacts? Alors déjà, le premier point, c'est que être expert prime sur le genre. C'est-à-dire que si on est directeur financier, on a une expertise sur les risques financiers et ça va prévaloir. Et donc, l'expertise dans un domaine en particulier va permettre d'avoir une perception des risques beaucoup plus fine qu'une personne non experte. Et ce ne sera pas le genre qui changera quoi que ce soit. Là, dans les études, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est en moyenne, en fait. Ce n'est pas qu'un individu à telle position dans l'entreprise va percevoir des risques 10% plus faibles qu'un autre, en fait. C'est juste une petite tendance, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est de comprendre d'où venait cette tendance et donc de pouvoir creuser. Après, c'est des études aussi qui ont été faites déjà il y a quelques dizaines d'années, qui ont été répliquées. Hein, mais après, si on repart sur un comité de direction ou un conseil d'administration, moi, alors, mais ça va être mon avis tout à fait personnel. Mais comme il faut confronter les points de vue, les multiplier, plus on aura aussi de diversité de genre. Mais ce n'est pas que de genre, en fait, j'allais dire, peut-être même de culture, peut-être même d'approche, peut-être même de formation professionnelle, plus ce sera riche. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas que les hommes vont systématiquement sous-estimer les risques. Il ne faudrait pas. Voilà. Ce n'était pas le propos. Alors après, sur une remarque de Florence, toujours sur, à mon avis, le sujet qu'on a abordé des risques à la mode et de l'effet un peu mnésique. Sur un plan professionnel, l'actuaire est obligé de tenir compte de ce qui est à la mode. Selon le principe assez répandu, il vaut toujours mieux avoir tort avec les autres que raison tout seul. Je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, moi ce qui me fait réagir, c'est que oui, clairement, en fait, il y a cet effet de mode. Et si l'actuaire tout seul va voir son comité de direction, son conseil d'administration en disant, ben, moi, j'ai ouvert et voilà, je vous propose un risque de, je ne sais pas quoi, de faillite de la sécurité sociale. Et donc, ben, le risque, c'est ah non, mais on n'y croit pas, donc reprends ton scénario et puis ça ne nous intéresse pas. Donc, pour moi, vraiment, ce qui me semble extrêmement important, c'est de former les comités de direction, comités exécutifs, les conseils d'administration, pour que eux aussi, en fait, s'ouvrent au maximum sur ces problématiques, sur cette connaissance du fonctionnement du processus de décision
tout le process avec les raccourcis qu'on peut faire et avec les biais auxquels on est soumis, plus eux, qui sont à des organes de décision, seront avertis de tout ça, et plus l'actuaire, en fait, pourra aussi leur apporter et l'échange se fera. Mais non, clairement, en fait, il y a des effets de mode et l'actuaire tout seul ne pourra rien faire. Même Ok. s'il est étiré et augmenté. Une question de Dorian. Une des problématiques de la gestion du risque est la prise en compte des incertitudes, comme le signe noir de Taleb, généralement non mesurables empiriquement. Comment mieux les appréhender, sachant nos biais cognitifs? Euh, je lisais un article il n'y a pas longtemps, en fait, qui disait que Taleb aurait dû être psychologue parce que son approche était voilà, particulièrement connectée avec les approches que font les psychologues. Plus il y a d'incertitudes, plus il y a en fait, plus la décision ou le jugement risque d'être biaisé. Donc, plus il y a d'incertitudes, pour moi, c'était un des éléments que j'avais mis. Puis après, je me suis dit, je veux pas qu'il y ait trop de messages à la fin, mais plus il y a de certitudes, plus il faut prendre le temps pour creuser, pour ouvrir, enfin voilà, parce que finalement, pour lutter contre les biais quelque part, c'est aussi de prendre le temps de creuser les sujets, les paramètres, enfin voilà. C'est pour ça que tout ce qui est, par exemple, prospective économique qui screen un peu en fait tout un système avec toutes les variables d'influence d'un système et qui prend le temps finalement pour construire des scénarios futurs, de regarder tout ce qui influence, comment elles peuvent évoluer. Ça, c'est extrêmement intéressant pour le coup. Et là, ça peut justement faire survenir des scénarios auxquels on n'a pas pensé ou voilà, ou de réussir à quantifier. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles sont forcément faux et que de toute façon, on va se tromper. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de se préparer, d'essayer d'anticiper, de savoir que si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Florence fait remarquer, plus il y a d'incertitudes, plus la part croyance est forte. Absolument. Tout ce que croyance, émotion, peur parfois, conviction, ouais. La façon dont on se représente le monde. Ok, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question qui survient? Je n'ai pas l'impression. Merci beaucoup, en tout cas. Donc voilà, Florence te remercie. Je vais m'y associer. Merci beaucoup, Anne-Charlotte, pour cette présentation très intéressante et pour ces échanges. Merci à toutes les participantes et à tous les participants qui ont permis d'avoir une session. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur la formation RM. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.